Bonjour à tous et à toutes. Je suis Leïla Copti, présidente de Copticom Stratégie Relations publiques et je vous souhaite la bienvenue au lancement des indicateurs du bien-être au Québec du G15+. En mars 2020, dès le début de la pandémie, des leaders économiques, sociaux, syndicaux et environnementaux se sont mobilisés dans un élan inédit pour appuyer les efforts de relance du gouvernement du Québec et de transformation de l'économie québécoise en formulant des propositions visant le développement d'une société plus solidaire, plus prospère, plus verte. Le collectif G15+, s'est bâti en s'appuyant sur les grands consensus qui caractérisent le Québec, la lutte contre les changements climatiques, la réduction des inégalités sociales et la force du dialogue social. Près de 2 ans plus tard, c'est ce même désir de contribuer à créer une société où les individus, les communautés vivent dans des conditions de vie épanouissantes et acceptables, dans un contexte aussi d'urgence climatique, qui a poussé les membres et les partenaires du G15+, à entreprendre un projet dont l'ambition était d'identifier les indicateurs de bien-être au Québec. Le constat de départ, c'est que le PIB et la création d'emplois ne suffisent plus pour évaluer notre bien-être. Que ce soit le vieillissement de la population, la pénurie de la main-d'œuvre, le réchauffement climatique, l'évolution de l'état de notre biodiversité, la distribution de la richesse, à mesure que nos grands défis de société vont se complexifier, les décisions de nos gouvernements devront mieux refléter les enjeux que nous vivons au Québec et viser davantage le bien-être, la qualité de vie, la santé de la population ainsi que la protection de notre environnement. À l'instar de plusieurs nations et organisations internationales qui ont décidé d'entreprendre un virage similaire et grâce à un travail monumental de co-construction, 20 organisations des milieux économiques, financiers, sociaux, syndicaux, environnementaux, académiques et philanthropiques se sont donc mises d'accord sur des indicateurs permettant de mesurer le bien-être au Québec. Le G15+ et ses partenaires mettent aujourd'hui à la disposition des décideurs publics et du grand public 51 indicateurs économiques, sociaux et environnementaux pour mesurer le bien-être de la population, avec l'objectif de placer la qualité de vie au cœur de nos décisions collectives. Alors, je vous explique rapidement le déroulement de ce lancement. On va d'abord commencer par parler des objectifs de toute cette démarche-là, la méthodologie aussi, et surtout les résultats, les premières tendances 2015-2019, donc avant la pandémie. Ensuite, avec plusieurs leaders du G15+, on va aborder les enjeux, les préoccupations sur le terrain, comment ça se reflète, ces résultats-là, comment ça se vit et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. On vous présente par la suite les pistes d'action à l'intention de nos gouvernements pour que les indicateurs de bien-être servent réellement à améliorer le bien-être des Québécois, des Québécoises. Enfin, on va terminer tout ça par une période de questions du public. On vous invite à écrire vos questions dans la boîte de dialogue qui va apparaître sur Zoom et dans YouTube, il y a un lien qui va apparaître. Et on va pouvoir poser les différentes questions au porte-parole du G15+. L'événement devrait prendre fin au plus tard à 11h30. Et tout au long de l'événement, on va vous présenter à l'écran la plateforme interactive des indicateurs accessible à tous au www.indicateur.québec. Avant de vous présenter nos panélistes, j'aimerais remercier les partenaires financiers de cette démarche. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution majeure de la Fondation du Grand Montréal, de même que de nos partenaires principaux que sont l'Institut du Québec, Fonds d'action et la Fondation familiale Trottier, ainsi qu'avec le soutien du Conseil du patronat du Québec, d'Équiterre, de Vivre en Ville, de la Fondation David Suzuki et de Copticom. C'est ce climat de collaboration à l'image de la démarche du G15+, depuis près de 2 ans, qui fait la force de cette démarche. À présent, sans plus tarder, j'inviterai Karel Méran, directeur général de la Fondation du Grand Montréal, à nous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Je suis très heureux de me retrouver ici aujourd'hui. J'ai l'impression d'être en famille puisque j'ai contribué à la fondation du G15+, en 2020. Et puis, je tiens à féliciter tous les membres du G15 pour le travail absolument considérable qu'ils ont fait depuis ce temps-là.
Donc, avec 700 fonds philanthropiques, 400 millions d'actifs sous gestion, la Fondation du Grand Montréal a pour but de soutenir la progression des objectifs du développement durable des Nations unies sur le territoire du Grand Montréal, qui représente la moitié de la population et du PIB du Québec. Et une des manières avec lesquelles on fait ce travail-là, c'est en produisant des données probantes, en soutenant, on a une série d'études qui s'appelle les signes vitaux, où on essaie de documenter justement les indicateurs de développement durable, les objectifs de développement durable. Et c'était tout naturel pour nous de soutenir cette initiative-là sur les indicateurs du bien-être. Et ce qui nous a vraiment séduit dans l'idée, c'est cette notion-là qu'on ne va pas seulement produire des indicateurs rigoureux basés sur des données probantes, mais aussi qu'on va essayer de chercher l'adhésion de gens d'origines diverses, de secteurs divers, parce qu'au final, des indicateurs, il y en a des milliers qui ont été produits un peu partout dans le monde, mais ce qui fait la force des indicateurs, c'est vraiment quand une communauté d'intérêt se développe derrière eux pour les mettre de l'avant. Et cette concertation-là, le dialogue social qui a été à la base de la production de ces indicateurs-là, pour nous, à la Fondation du Grand Montréal, c'est quelque chose qui est aussi intéressant que les indicateurs, ou aussi important, que les indicateurs eux-mêmes. Donc, on est très heureux de s'être associés à cette initiative et on espère là, vraiment que les indicateurs du bien-être vont susciter une adhésion très grande de tous les acteurs au Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karel. Maintenant, j'invite Mia Homsi, présidente directrice générale de l'Institut du Québec, et François Delorme, économiste à l'Université de Sherbrooke, qui ont copiloté la démarche à prendre place. Mia est avec nous, François est en duplex. Merci à vous deux. Mia, je vais commencer avec toi. La première question qui tue. Alors, pourquoi on doit aller au-delà du PIB et de la création d'emplois pour évaluer le bien-être des Québécois, des Québécoises, et à quoi ça doit servir exactement d'avoir 51 indicateurs économiques, sociaux et environnementaux? Bien, je pense que la question est fondamentale parce que c'est ce qui a donné lieu à toute cette démarche. C'est évident, on n'est pas les seuls à le dire, que le PIB et juste la création d'emplois, ce sont des indicateurs, oui, qui sont importants, mais qui ne reflètent pas du tout à eux seuls la qualité de vie d'une société. Et donc, il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte, même au niveau économique. C'est juste un petit regard, une petite fenêtre sur ce qui est important pour les habitants, notamment le revenu des ménages. Ça les touche, c'est direct, c'est plus concret, mais tout ce qui est social et tout ce qui est environnemental, et de plus en plus, bien, c'est interrelié. Donc, on a besoin d'avoir un portrait beaucoup plus large de ce qui est important, de ce qui reflète la qualité de vie et de voir l'interaction entre ces indicateurs-là. On n'est pas les premiers, on n'est pas les seuls à trouver qu'il y a beaucoup d'autres indicateurs qui sont importants. Il y a eu des démarches partout sur la planète à ce niveau-là, l'Organisation des Nations unies, le FMI, l'OCDE, il y a des organisations mondiales, il y a plusieurs pays, on va en parler tantôt, Nouvelle-Zélande, etc., qui font des démarches similaires, mais on voulait se l'approprier et voir qu'est-ce qui est important pour nous au Québec. Merci beaucoup. On parle des autres juridictions, des organisations internationales, justement, qui ont pris des démarches similaires. Est-ce qu'il y a des résultats de ça? Est-ce qu'on voit déjà des... Oui, bien, l'indice Mieux vivre, c'est le plus connu de l'OCDE, mais il y a aussi plusieurs pays, comme la Nouvelle-Zélande, l'Écosse, les Pays-Bas, l'Italie, la Suisse, il y en a plein qui ont entrepris des démarches similaires. Même au Canada aussi, il y a des réflexions à ce sujet-là, de déterminer une liste d'indicateurs qui disent, bon, pour notre population, qu'est-ce qui représente une bonne qualité de vie et qui va assurer, dans le fond, le bien-être de notre population. Et donc, c'est souvent des listes assez longues de plusieurs indicateurs. On est parti de ça pour faire notre revue de littérature, notre revue des bonnes pratiques, et on a décidé de regrouper ça en 3 grands piliers, donc l'économie, la société et l'environnement, et de regarder ça dans une perspective de développement durable. Parce qu'au-delà de la richesse, c'est super important de regarder, par exemple, comment c'est réparti, comment ça interagit avec l'environnement. Et donc, des pays l'ont fait, c'est possible de le faire. Il y en a même qui l'annexent à leur budget et s'en inspirent pour guider leur politique publique. Merci beaucoup. Puis, comment on fait pour s'entendre entre 20 organisations pour définir 51 indicateurs? On travaille fort.
On collabore, on se regroupe fréquemment. Il y a eu plus de 1000 heures de travail qui ont été mises dans ce projet-là. 1000, c'est vraiment au bas mot. On a commencé ça en juin dernier. On s'est rencontrés fréquemment. Et je pense que c'est quand même assez impressionnant ce qui a été fait parce qu'autour de la table, il y a vraiment des organisations de milieux qui sont complètement différents et avec des missions, des priorités, des objectifs différents. Mais malgré ça, on a vraiment été capable de s'entendre sur le fait qu'il faut regarder plus loin que le PIB et que la création d'emplois. Le monde évolue, change rapidement. La pandémie a comme exacerbé des phénomènes, des grandes transitions démographiques, numériques, environnementales qu'on voyait déjà. Et donc, plus que jamais, il faut qu'on se dise, c'est quoi les indicateurs qui reflètent ce qui est important pour nous. Et donc, collectivement, à force de dialogue, à 20 organisations, tout le monde y a mis du sien, tout le monde a vraiment essayé de voir qu'est-ce qui était important, puis on a réussi à s'entendre après plusieurs mois sur 51 indicateurs chiffrés et 17 à chiffrer. Merci beaucoup. Mia François, je me tourne vers toi. On a vu la classification des indicateurs, on est capable de le voir en ligne aussi. Il y en a qui ne sont pas chiffrés. Pourquoi? Bien, un des critères sur lesquels on s'est basé, c'était être capable de suivre l'évolution des indicateurs. Malheureusement, pour certains indicateurs, ils sont soit publiés de façon sporadique ou soit aux 5 ans, et donc ça respectait pas le critère qu'on s'était fixé de est-ce qu'on va être capable de suivre l'évolution. Donc ça, c'est la première chose. Malheureusement, comme on pouvait pas avoir des fois des sources robustes aussi, on les a identifiés. Donc, il reste du travail à faire. C'est presque un appel à aux agences statistiques aussi pour nous aider à combler ce vide-là, notamment au chapitre environnemental. C'est là où le bas blesse, aussi au chapitre de l'itinérance. Donc, il y a comme des angles morts qui sont extrêmement importants pour mesurer le bien-être et donner une préoccupation de qualité de vie, mais il y a du travail à faire au niveau des données. Et donc, c'est 17 variables qui restent à documenter et à chiffrer, mais on les a identifiées. Merci beaucoup. Puis on s'entend que jusqu'ici, les chiffres de 2015 à 2019, donc, concernent tout ce qui est avant la pandémie. Il y a déjà des tendances qui se dégagent de cette période-là. Mia, je commencerai avec toi. D'un point de vue économique, social, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces résultats? Je pense que c'est juste important aussi de préciser, avant de répondre, qu'on a choisi de regarder la période de 2015 à 2019. Pourquoi on n'a pas inclus les années 2020 et 2021? Parce que l'effet de la pandémie sur certaines données est contre-intuitif. Je donne un exemple bien simple. La croissance des salaires a augmenté de façon fulgurante pendant la pandémie. Ça, c'est un sujet que nous, on suit beaucoup à l'Institut du Québec. Pourquoi? Parce que les emplois ont été perdus principalement par des gens à faible revenu. Donc, artificiellement, il y a un effet de composition qui fait que des salaires augmentent alors que ça ne reflète pas du tout la réalité des individus. Donc, on a préféré exclure pour l'instant, pour l'analyse des tendances, puis vraiment voir comment les éléments se comportent, les indicateurs se comportent pré-pandémie. Mais évidemment, l'objectif, c'est après coup de compléter avec les données 2020, 2021, 2022, parce qu'il y a des impacts qui vont être conjoncturels de la pandémie, qui vont passer, d'autres qui vont être structurels, puis c'est ça qu'on a besoin de capter pour voir comment on ajuste nos politiques publiques. Donc, pour revenir à la question, qu'est-ce qui se dégage? Mais honnêtement, quand on regarde les indicateurs économiques et sociaux, de manière générale, il y a du progrès. Donc, c'est encourageant. Nos signes vitaux, les indicateurs qu'on pense qui sont importants sont généralement positifs. Quand on parle à la résilience du marché du travail, par exemple, ça s'est nettement amélioré. Tous les indicateurs de PIB par habitant, productivité, revenus disponibles, ça s'améliore. Mais peut-être que certains ne s'améliorent pas autant qu'on aurait voulu. Par exemple, les écarts salariaux entre les hommes et les femmes, malgré tous les efforts d'équité, on parle beaucoup d'équité salariale, on fait des efforts au niveau du secteur public, privé, tout ça, on voit que l'écart stagne depuis 5 ans quand même à 20 % entre le revenu des hommes et des femmes, et même que la rémunération hebdomadaire moyenne s'est accrue de 10 %. Donc ça, c'est des éléments qui sont vraiment à surveiller au cours des prochaines années. Des éléments comme la santé mentale, ça, c'est assez inquiétant parce qu'on voit que même avant la pandémie, les gens avaient une vision plus négative, perception plus négative de leur santé mentale. Des éléments fondamentaux comme l'itinérance, c'est très difficile de documenter de façon rigoureuse et récurrente dans le temps. Le marché du travail,
des progrès importants au niveau de l'inclusion des immigrants, des Autochtones, des femmes beaucoup plus présentes. On est une des sociétés où est-ce que les femmes sont le plus présentes sur le marché du travail, notamment grâce à nos politiques familiales. Mais il y a encore des écarts. Quand on regarde les immigrants, les Autochtones, on est encore une des provinces qui fait le moins bien. Donc, place à beaucoup de progrès. Au niveau des inégalités aussi, ça diminue. Heureusement, on a des politiques publiques, un tissu économique et social qui est important, qu'on a tissé au fil du temps, qui fait que les inégalités sont souvent plus faibles qu'ailleurs, surtout quand on se compare aux États-Unis. Et donc, c'est positif, mais il faut continuer cette lutte-là contre la pauvreté et surtout continuer de documenter ces éléments-là pour être capable de s'assurer qu'on ne perd jamais ce progrès-là et qu'on continue d'avancer. Merci beaucoup, François. Du côté des tendances environnementales, les résultats qu'on a jusqu'ici, qu'est-ce que ça dit? Oui, j'aimerais seulement ajouter quelque chose, Léla, parce que, par exemple, ce que vient de mentionner Mia au niveau des inégalités, ça peut apparaître un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on lit d'habitude, que les inégalités s'exacerbent. C'est important de constater que nous, on mesure les inégalités avec un indice qu'on appelle, qui est très connu, le Gini, de 2015 à 2019. Il est très probable que si on allongeait la série à partir de 1990 et qu'on prenait peut-être d'autres indicateurs d'inégalité comme la concentration de richesse, que peut-être que le constat serait moins favorable face aux inégalités. Donc, il faut juste faire attention ici par rapport à cette conclusion-là. Au niveau environnemental, je préciserai que comme Mia le dit, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Parmi les choses positives, on constate de 2015 à 2019 une augmentation des aires protégées, ça c'est important, une augmentation de l'investissement en transport collectif, ça c'est bon, c'est positif, une diminution du nombre de jours de mauvaise qualité de l'air, ça aussi c'est positif. Donc ce tableau de bord-là, c'est ça qui est intéressant, on voit des clignotants verts, on voit des clignotants orange. En environnement, parmi les oranges, il y a toujours l'augmentation de GES qui continue au Québec de 2015 à 2019. Il y a l'augmentation des véhicules sur les routes, donc toute la question de la congestion et du parc automobile et une diminution de l'accès aux infrastructures vertes. Donc on voit qu'il y a des choses positives, il y a des choses qui sont en demi-teinte et c'est ça l'important d'élargir notre horizon et d'allonger notre regard face aux indicateurs de bien-être au Québec pour la période que l'on a étudiée, soit de 2015 à 2019. Merci beaucoup. On parle justement de la pandémie, les impacts, d'après vous, de la COVID sur les résultats. Qu'est-ce que ça pourrait être? Évidemment, il est trop tôt pour le mesurer, mais il y a déjà des intuitions qui se dessinent, François? Au niveau de la pandémie? Oui, les impacts de la COVID sur les résultats, ça pourrait être quoi les impacts? Je vais laisser Mia intervenir là-dessus, mais on constate souvent que la pandémie est une année un peu spéciale et donc c'est pour ça qu'on a exclu la pandémie parce que quand on va faire la mise à jour, on va en tenir compte, mais nous, ce qu'on essaie d'identifier, c'est des tendances à long terme et on a jugé que l'année pandémique n'était pas une année qui était représentative de tendances qu'on essaie d'identifier. Mais je vais laisser Mia intervenir là-dessus. Mia? Oui, bien c'est ça. Les données pendant la pandémie ont du bruit. Ça veut dire que des fois, elles vont dans un sens ou dans l'autre, mais on ne sait pas encore ce qu'elles veulent dire. Et beaucoup de données ne sont pas à jour, donc n'inclut pas ce phénomène-là. Mais d'après ce qu'on voit, ce qu'on entend, on peut avoir des craintes par rapport à tout ce qui touche la santé mentale. Déjà, c'était une tendance qui était à la baisse et donc, on peut s'attendre à ce qu'un indicateur comme ça se détériore et il faut vraiment le suivre de près, surtout que c'est pas tout le temps, on n'est pas sûr que ça va être documenté non plus de façon rigoureuse et on aimerait donc sur ce point-là spécifiquement faire appel que les agences statistiques poursuivent cette enquête-là qui est une enquête spéciale qui a permis de documenter la santé mentale et aussi l'itinérance. On n'a pas trouvé de données, mais c'est tellement important et ça semble aussi pouvoir s'être détérioré pendant la pandémie. Donc, sur ces deux points-là, surtout, je pense qu'il va falloir suivre. Puis tout ce qui est adaptation au changement climatique et tout ça,
On espère que la pandémie aura un impact positif sur la mobilisation par rapport à tout ce qui est biodiversité et préparation dans tout ce qui est lutte et adaptation au changement climatique. Donc ça peut être positif, mais encore faut-il avoir des indicateurs pour le démontrer. Merci beaucoup. Et puis, les prochaines étapes avec un travail comme ça qu'on vient de démarrer pour le G15, on souhaite que ça soit utilisé par les décideurs. On veut justement mettre en valeur les liens entre l'économie, le social et l'environnement. François, je commencerai avec toi là-dessus. Le mot de la fin. Notre cahier des charges pour l'année prochaine est très ambitieux, pour reprendre un mot à la mode. Il se développe autour de 3 axes. Ce qu'on veut faire, c'est allonger les séries chronologiques, autrement dit l'échantillon, la période sous observation. On veut commencer plus tôt, si possible, dans les années 90 et aller jusqu'en 2021. Et là, on va pouvoir vraiment capter l'effet de la pandémie. Et évidemment, c'est un exercice qu'on veut faire de façon annuelle. L'autre axe que l'on veut développer dans les mois qui viennent, c'est comment est-ce que le Québec se compare par rapport à d'autres juridictions. Donc, Québec, Ontario, on entend beaucoup le gouvernement du Québec en ce moment parler il faut combler l'écart de richesse, Québec, l'Ontario, mais quand on élargit ce panorama-là à une façon de mesurer le bien-être qui est beaucoup plus large, qu'est-ce qui se passe Québec, Ontario? Et donc, ça fait partie du travail qu'on va faire. On va ajouter le Canada aussi, donc tout l'ensemble canadien et d'autres juridictions si possible. Et le dernier, c'est pour des fins de vulgarisation et de simplicité. Ça peut être difficile de voir tous ces 51 cadrans-là qui clignotent. Donc, on voudrait regrouper tous ces indicateurs-là en 3 sous-indices, l'économie, société, environnement. Ça va être plus simple et peut-être aussi construire ou présenter tout ça comme l'indice de bien-être du Québec, qui serait un indice composite qui regrouperait les 51 indicateurs et les 3 thèmes. Donc, c'est ça, allonger la période, allonger le regard, comment se comparer et essayer de présenter ces choses-là de façon le plus accessible possible en 2022. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Ça nous aide vraiment à comprendre où est-ce qu'on en est à partir de maintenant pour aller plus loin dans l'interprétation des résultats en fonction vraiment de la réalité sur le terrain. J'inviterai d'autres leaders du G15+, à venir nous rejoindre. Donc, Colleen Thorpe, directrice générale d'Équiterre. Denis Bolduc, secrétaire général de la Fédération des travailleuses et des travailleurs du Québec. Béatrice Alain, directrice générale du chantier de l'économie sociale. Carl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Geneviève Morin, présidente, directrice générale de Fondation. Et Saba Khan, directrice générale de la Fondation David Suzuki, section Québec-Atlantique. Merci beaucoup à vous. Et Colleen, Denis, je vais commencer avec vous. On va parler un peu du pilier environnemental. Si on peut aussi faire le lien justement avec le volet social. François, Emilia nous le décrivait plus tôt. Donc, les premiers résultats environnementaux des indicateurs 2015-2019, il y a des signes encourageants en efficacité énergétique, en réduction de la consommation d'eau potable, diminution du nombre de jours de mauvaise qualité de l'air, mais on voit aussi que nos émissions de gaz à effet de serre ont fortement augmenté, soutenues par une croissance marquée du nombre de véhicules. L'accès aux espaces verts est restreint. La biodiversité n'est pas mesurée. Donc, à titre d'acteur, à la tête d'organisations qui sont sur le terrain, comment vous interprétez ce bilan environnemental vraiment un peu en demi-teinte, on dirait? Et aussi, si vous pouvez nous expliquer, selon vous, les liens que vous faites entre l'importance de mesurer les indicateurs environnementaux et l'impact dans la vie des gens, que ce soit par rapport à la santé, la qualité de vie, l'équité. Colleen, je commencerai avec toi. Grande question. Donc, tout à fait, des gains, il faut le dire, mais il faut voir ces gains-là avec les pas en arrière qu'on fait. Donc, est-ce qu'ils vont s'équilibrer? Évidemment, si on ne fait pas de gains majeurs dans la réduction des gaz à effet de serre, alors que la crise climatique nous demande de l'accélérer, bien là, il y a une problématique énorme. Je vous dirais sur la question de la consommation énergétique, il
il y a des gains sur l'efficacité, mais une grande préoccupation pour les groupes, c'est justement l'électrification des transports et aussi du chauffage des bâtiments va faire en sorte qu'on aura une énorme pression sur nos ressources électriques. Et donc, la nécessité d'aller vers la sobriété s'impose encore plus avec ces indicateurs-là, sachant aussi que les indicateurs nous disent que le parc automobile augmente et nous, on sait aussi que la taille des véhicules augmente. Dans ce sens-là, il faut accélérer vers la sobriété. Je laisserai aussi peut-être Denis commenter parce qu'on a échangé un petit peu avant, puis il a des bonnes idées. Merci, Colline. On l'a vu avec Mia, la qualité de vie, le bien-être sont reliés à une multitude de facteurs. On parle de l'environnement, bien sûr, l'emploi, le logement, on pourrait en nommer beaucoup. Et l'espace, l'accès à des espaces publics, des espaces verts, ça contribue également au bien-être des gens. Ici, à Montréal, pour plusieurs personnes, la cour arrière, ce sont les parcs. Et l'accès au parc, et on respire l'air frais dans les espaces publics. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on a constaté une diminution de l'accès au parc, aux espaces verts. Et il y a un autre indicateur, quand on les croise, un autre indicateur qu'on a retenu concerne la qualité de l'air. Et dans notre période de référence, 2015-2019, le nombre de jours de mauvaise qualité de l'air a diminué, mais a diminué de façon importante, 34 %. Et donc, l'air est plus souvent de meilleure qualité, mais on a moins accès au parc. Alors, ce sont des indicateurs qui pourraient inspirer la Ville de Montréal, par exemple, pour établir des politiques publiques. La population québécoise a pris conscience de l'importance de la question environnementale, bien sûr, et les gens savent qu'on doit faire un effort pour protéger la planète. Ils savent qu'il y a un coup de barre important à donner, mais en même temps, il y a ce sentiment-là où on ne veut pas trop sacrifier sur notre confort. Et la question de l'utilisation de la voiture solo, Colline t'en parlait, c'en est un exemple. Et pour convaincre les gens d'utiliser le transport collectif, bien, il faut investir davantage dans les infrastructures publiques. Et les données nous disent qu'on a fait un petit pas dans la bonne direction au cours des dernières années, mais qu'il en reste encore beaucoup à faire. Alors, il faudra accélérer la cadence. Et tu m'as fait part, Colline, de certaines préoccupations concernant la sécurité alimentaire. Tu pourrais nous en dire quelques mots? Donc, l'insécurité alimentaire diminue un peu dans le bilan, ce qui est en soi une bonne nouvelle, mais encore une fois, si le point de départ n'est pas très bon, il faut faire des pas davantage dans ce sens-là. Ça ne révèle pas aussi la qualité des aliments. Le bilan nous révèle que le taux d'endettement des ménages a augmenté et dans un contexte où les denrées alimentaires vont augmenter en prix, ils ont déjà beaucoup augmenté en prix. On sait qu'il y a eu des raisons de ça, la pandémie, mais beaucoup les changements climatiques. L'année passée, le Canada a perdu 30 % de ses récoltes, ou plus que 30 % de ses récoltes en blé. Tous les céréales y ont touché. Au Québec, on a des sécheresses année après année. Donc, les denrées vont augmenter beaucoup. Et c'est sûr de ce côté-là, le bilan n'est pas réjouissant parce que s'il y a plus d'endettement puis les coûts pour les denrées augmentent, bien, ça va avoir un grand impact. Et quand on parle de la question de justice climatique, c'est justement de faire en sorte que les impacts ne touchent pas démesurément les populations à faible revenu. Et dans ce cas ici, c'est ça qui va se passer. Je voulais ajouter un mot sur le logement. Dans la période de référence 2015-2019, on a noté une baisse importante du nombre de mises en chantier de logements, mais de logements individuels. Alors, ça peut témoigner d'une certaine tendance vers une densification urbaine, donc une meilleure protection des milieux agricoles, des milieux naturels, mais en même temps, c'est l'un des indicateurs, puis à mon sens, qu'il va falloir regarder de près, qui va être intéressant de suivre. Le télétravail a été imposé à cause de la crise sanitaire
Et ça a bouleversé certains comportements, là, certaines habitudes des gens. On parle d'un exode urbain. Je ne veux pas employer un mot trop fort, mais il y a quand même une réalité qu'on a constaté un certain départ de gens de Montréal vers les municipalités rurales. Alors, il serait intéressant de voir, Colleen, comment la population va se comporter lorsqu'on sera sorti de la pandémie. Oui, et ce point-là, il est important parce que le bilan nous révèle que les aires protégées sont en augmentation, une bonne nouvelle en soi, mais les aires protégées sont surtout situées au nord du Québec. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans le sud du Québec, il y a un développement assez important, un étalement urbain qui fait en sorte que les aires protégées ont plus de difficultés à s'installer ici. Merci vraiment beaucoup à tous les deux. C'est vraiment fort éclairant comme échange. Béatrice, Carl, je vais avec vous. Les premiers résultats du pilier social montrent que de 2015 à 2019, les écarts de richesse et la pauvreté ont reculé. Les personnes immigrantes autochtones ont plus de facilité à intégrer le marché du travail. L'espérance de vie a augmenté. Des bonnes nouvelles, mais en même temps, l'accès à un logement, on en parlait, est de plus en plus dur pour les ménages. Le fossé de rémunération horaire entre les hommes et les femmes stagne. Et la santé mentale, Mia en parlait tout à l'heure, s'est dégradée. Vous êtes tous les deux des leaders économiques. Comment vous interprétez ces tendances sociales pré-pandémiques et aussi, si vous pouvez nous dire dans vos mots, en quoi, selon vous, les bonnes conditions sociales de qualité de vie permettent d'améliorer la prospérité économique? Béatrice, je commencerai avec toi. J'y vais. Je pense que c'est intéressant d'avoir le détail de ces mesures-là parce que des fois, on regarde le portrait puis il est très sombre ou il est très bon, mais c'est en mettant les pièces ensemble qu'on voit les spécificités de notre réalité. Donc, c'est bien de voir que les inégalités ont diminué, mais en même temps de voir que les rémunérations entre les hommes et les femmes ont l'écart s'est accru avant même la pandémie qu'on sait qui a exacerbé la situation des femmes. Ça nous permet de réfléchir à des mesures plus spécifiques, que ce soit de l'État, des entreprises ou des citoyens pour avoir une croissance économique qui est plus inclusive. En économie sociale, mais j'ose croire tout le monde, l'idée de notre économie, c'est un levier pour le bien-être de nos sociétés. Donc, c'est important de réfléchir et de voir où le bas blesse, où l'économie ne fait pas lever tous les bateaux, mais qu'il y en a qui restent dans le port. Donc, c'est intéressant d'avoir ces informations détaillées. Puis, je pense que c'est aussi intéressant de constater qu'au Québec, on a de plus en plus une convergence de points de vue qui comprennent qu'on ne peut pas réfléchir à l'économie, au développement économique en silo. C'est-à-dire que si je n'ai pas de logement où les mettre ou de services de proximité pertinents, bien, comme entreprise, je ne peux pas embaucher les employés dont j'ai besoin pour faire croître mon entreprise. On a beau avoir tous les programmes de stimulus économique. Si on n'a pas des pratiques durables, notre croissance économique, elle est en péril et de toute façon, notre bien-être, il est menacé. Donc, il faut réfléchir le portrait global, puis d'avoir l'ensemble des indicateurs nous permet de voir les trade-offs, en bon français. Sur la question de l'importance de les mesures sociales et environnementales sur notre développement économique, je pense qu'on a une chance. Je pense que le Québec se distingue à l'international par cette capacité qu'on a à se prendre en charge puis travailler sur des projets communs. On l'a vu dans la pandémie que ça nous a distingués et que l'État, les entreprises, les citoyens ont travaillé chacun à leur échelle pour freiner les éclosions, pour pallier aux effets des mesures sanitaires. Et ça, cette capacité de travailler ensemble, elle est vraiment un facteur de résilience, mais aussi d'innovation, quand on a eu des projets collectifs qu'on a réalisés au Québec au fil des ans, et d'attraction. C'est une société, une communauté ou une société, une nation dans laquelle il fait bon vivre est une où on a le goût d'investir et surtout de s'investir. Et je pense que ça, c'est important. Il faut préserver et valoriser ça.
Merci. Carl? Bien, d'abord, ce matin, vous avez le plus bel exemple d'une collaboration qui a mené à l'indication ou au déploiement des 51 indicateurs. Vous avez une collaboration qui est étroite entre l'économie sociale et le Conseil du patronat du Québec et des groupes environnementaux. Et je suis extrêmement fier d'être ici aujourd'hui avec tous ces groupes pour vous présenter effectivement les données des indicateurs. Mais lorsqu'on regarde les données pré-pandémiques, on constate que le Québec est quand même en bonne position. En bonne position sur plusieurs éléments, grâce entre autres au modèle social que nous avons ici au Québec, mais évidemment grâce aussi à la vigueur économique du Québec dans la pré-pandémie, mais également dans certains secteurs depuis la pandémie. Alors, on le voit, il y a des avantages fort intéressants de pouvoir avoir ce dialogue social qui est extrêmement important pour notre société, mais également de pouvoir bâtir sur le modèle social de notre environnement, de notre population, de notre société, mais également en maintenant une vigueur économique qui, elle, nous permet justement de faire de cette croissance un élément important. Et on le voit bien évidemment, les indicateurs et le dialogue dans lequel on est inscrit reposent sur les fondements qui sont extrêmement importants en ce qui a trait à l'équilibre entre l'environnement, le social et l'aspect économique. Et dans ce contexte, il est clair qu'on ne peut pas prendre les indicateurs en vase clos ou en silos complètement indépendants les uns des autres, mais plutôt de les voir de façon concrète et concomitante, si je peux le dire ainsi, de faire en sorte que la croissance économique va pouvoir nous sortir et nous avantager au niveau du filet social de notre société, mais en même temps, on est capable d'avoir un filet social très avantageux et considérant les inégalités ou la situation économique de plusieurs groupes ou de plusieurs citoyens, de pouvoir maintenir ce genre de filet social et de cet engagement communautaire. Et dans ce contexte, je pense qu'on peut effectivement être très fiers du travail qui a été accompli jusqu'à maintenant, de baser notre réflexion sur de quelle façon on veut évidemment envisager notre société pour les prochaines années, mais également de pouvoir le faire sur les bases d'un équilibre entre l'environnement, le social et bien évidemment l'économie. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais maintenant du côté de Geneviève Morin et Sabakane. Au niveau du pilier économique, on en parle beaucoup de 2015 à 2019. Donc, les indicateurs sont généralement au vert, même s'il y a plusieurs tendances à long terme qui sont un peu inquiétantes, comme la stagnation de la diplomation secondaire et postsecondaire, le recul des investissements R&D et la baisse marquée de la part du PIB dédié aux produits environnementaux et aux technologies propres. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre interprétation de ces résultats économiques pour le Québec? Geneviève, vous êtes à la tête d'un investisseur important au Québec et Saba à la tête d'une organisation environnementale. J'aimerais aussi vous entendre sur le rôle d'une économie au service de la planète. Comment la conception de notre économie, nos investissements, nos décisions influent-ils, entre autres, sur la protection de notre environnement? Grosse question. Geneviève, je commencerai avec toi. Merci, Léla. Les indicateurs économiques, effectivement, qui sont à l'intérieur des 51 indicateurs, sont au vert en général. Donc, on parle de productivité en hausse, création d'entreprises, revenus par habitant. Mais après ça, l'histoire n'est pas tout à fait complète quand on les regarde seulement d'un point de vue économique. Par exemple, quand on regarde le PIB par habitant, on dit « Ah, c'est en hausse de 1,5 %. Oui, mais les émissions de gaz à effet de serre, elles, sont en hausse de 6,5 %. Donc, est-ce que c'est le type de croissance qu'on cherche? Et là, on regarde un peu plus loin, on peut voir que les investissements en R&D sont en baisse de 4 %, que la portion du PIB qui est occupée par les entreprises vertes est en baisse de 10 %. Et donc, on se dit, OK, oui, il y a de la croissance, mais est-ce que c'est la croissance du futur? Est-ce que c'est ce qui est en train de construire l'économie dont on a besoin? Alors, nous, depuis le démarrage à Fondaction, on croit que l'économique, le social, l'environnemental sont liés. Et quand on voit comment un indicateur comme le PIB a pu être utilisé là, de façon non discriminatoire, on voyait à ce moment-là produire du pétrole, produire de l'énergie renouvelable. Les deux ont un effet positif sur le PIB, mais lesquels ont un effet positif dans nos vies? Donc, c'est un peu ça qui est illustré par les indicateurs. Mais Saba, comment tu vois ça? Merci Geneviève. Merci Léla pour la question. Alors, d'après moi, les résultats nous illustrent très clairement que même s'il y a un progrès sociétal constant, il y a encore un écart important entre notre développement économique et nos objectifs de protection environnementale. En ce qui concerne le climat, par exemple, la croissance économique soi-même ne contribue pas automatiquement à combattre le réchauffement planétaire. Et la
preuve concrète, c'est que les GES, les émissions à gaz à effet de serre, ont augmenté au Québec pour une 3e année de suite, selon les statistiques officielles. Alors, malgré que la société québécoise devienne de plus en plus consciente sur leurs impacts environnementaux, c'est clair qu'on est vraiment loin d'avoir trouvé un équilibre entre l'économie et l'environnement. Historiquement, c'est vraiment l'exploitation de l'environnement qui était au cœur de nos décisions économiques et non pas la protection de sa capacité régénérative. Alors, je pense qu'avec le lancement de ces indicateurs, ce que nous proposons, c'est un changement de ce paradigme, de vraiment revoir comment nous pouvons conceptualiser, re-encadrer notre économie pour que ça soit plus en ligne avec les limites planétaires. On voit là-dessus, il nous en manque encore un peu. Je regarde les indicateurs sur la biodiversité, par exemple, qui ne sont pas développés au niveau où ils devraient. Or, nous autres, comme investisseurs, on s'est engagé dans des groupements d'investisseurs pour améliorer la biodiversité par nos investissements. Pourquoi? Parce que c'est important. En fait, on s'en va vers un monde qui a besoin de devenir plus équitable, plus inclusif, plus vert et plus performant. Et quand on regarde seulement certains indicateurs qu'on n'est pas capable de mesurer, la biodiversité, l'efficacité énergétique, les inégalités, alors à ce moment-là, il nous manque un portrait très important et on n'est pas capable d'agir sur ce qui est essentiel pour l'avenir. Comment tu vois ça? Absolument. Et je pense que finalement, ce qu'on essaie de faire avec ces indicateurs, c'est de vraiment se repenser à l'économie, à l'objectif économique comme étant notre objectif de premier plan. Et puis, au lieu de concentrer vraiment sur le bien-être humain, sur le bien-être de la nature qui nous maintient en vie. Parce que l'économie doit répondre aux besoins des humains dans le respect des limites de la planète. C'est fondamental. Merci. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Vraiment, c'est cette interaction entre justement ces différents piliers-là. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. C'est le message que j'entends. Et puis, ce sont des vases communicants et qu'on espère bien renforcer avec le temps. C'est comme ça qu'on réfléchit le développement durable quand on considère l'ensemble des piliers qui s'y retrouvent. Merci infiniment. Et merci d'ailleurs à tous les gens qui ont participé dans vos équipes à alimenter les travaux, parce qu'on sait que tout le monde a travaillé très fort pour ça. Et maintenant, on va passer à la troisième partie de notre lancement. On va parler des pistes d'action à l'intention des décideurs publics et de tous les niveaux. J'invite donc 2 autres leaders du G15+, à prendre place, à savoir Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville, et Claude Breton, président du conseil d'administration de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, Claude est avec nous dans la salle et Christian est avec nous en duplex. Donc, merci à vous deux. Claude, je commencerai avec vous. L'une des choses qui frappe dans tout le projet des indicateurs, et je pense que c'est un des messages qui a été lancé par tout le monde, c'est à quel point encore aujourd'hui, en 2022, au Québec et partout à bien d'autres endroits, nos décisions politiques collectives reposent beaucoup sur une vision en silo. On travaille l'économie, la société, l'environnement d'un autre côté. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que nos décisions collectives se prennent au bénéfice de la population et renforcer l'interdépendance de ces 3 piliers-là? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Merci pour la question. Puis je pense qu'en débutant, il faut se dire des vraies choses. Souvent, on va propulser nos décideurs publics dans des silos en demandant des réponses noires ou blanches ou en demandant vraiment qu'ils se positionnent sur des enjeux très, très, très pointus. Alors, on ne leur donne pas cette place-là, cette nuance-là qu'ils peuvent peut-être nous apporter. Alors, si on veut être exigeant envers nos décideurs publics, soyons d'abord exigeants aussi envers nous, puis donnons cet espace-là à tout le monde pour avoir des conversations qui sont vraiment plus soutenues, plus intéressantes, plus larges. Donc, d'abord, peut-être 2 choses pour les décideurs publics. D'une part, on est vraiment rendu dans l'ère de l'expérience utilisateur. Donc, on le voit à la FCCQ chez nos membres, on le voit dans les grandes entreprises. Donc, on va du côté, par exemple, des PME, des grandes entreprises, s'enquérir du bien-être de nos employés. Donc, on va chercher à savoir si le stress est élevé, s'il y a des enjeux de conciliation travail-famille. Dans les services publics en santé, on va essayer de savoir si nos utilisateurs des services de santé sont satisfaits.
Alors, il y a vraiment un univers qui est ouvert pour nos décideurs publics pour se tourner vers l'expérience utilisateur, puis aller chercher de la donnée qui est de loin plus grande que la donnée économique pour venir prendre des décisions qui sont beaucoup plus robustes et qui s'assoient sur des besoins énoncés par la population, par les citoyens, par les utilisateurs de nos services, et qui vont aller rejoindre les besoins et les priorités de demain. Deuxième chose, il faut prendre acte de l'ESG, donc la tendance ESG, environnement, social, gouvernance. Donc, oui, on a beaucoup parlé de climat. Les indicateurs dont on parle aujourd'hui vont nous permettre d'accéder à davantage de données sur, comme disait Geneviève, sur la biodiversité, sur le climat, comme on en parle souvent avec Colleen, mais le S de l'ESG, le social, est une des grandes clés pour aller plus loin, puis bâtir une société qui va être beaucoup plus résiliente, puis capable d'aborder des enjeux comme on les connaît aujourd'hui, par exemple, avec la COVID. Alors, donc, et je finis en vous disant le G de ESG. Donc, le G, c'est nos grands administrateurs étatiques qu'on a vu passer à travers les décennies au Québec. Claude Ryan vient rapidement à l'esprit, là, donc des gens qui tenaient et qui croyaient au pouvoir de l'État, à son rôle. Donc, en rentrer là-dedans, dans des indicateurs qui sont beaucoup plus sophistiqués, ça permet à l'administrateur public de poser un jugement beaucoup plus éclairé sur les politiques qu'il doit déployer. Donc, je pense que comme administrateur public, il y a une belle occasion là à saisir pour pousser tout ça plus loin. Alors, peut-être que Christian a d'autres idées à rajouter là-dessus. Je vais peut-être lui céder la parole. Oui, pour Christian aussi, on dit souvent que le gouvernement a un rôle central à jouer. Je pense que c'est vraiment, quand on parle des décideurs, on parle des gouvernements, pour changer les normes d'une société avec les messages qu'il envoie à la population, avec le choix des politiques publiques qu'il va développer, adopter, les financements, les contrats aussi qu'il octroie. Alors, les pistes d'action, justement, pour nos décideurs, qu'est-ce qu'on recommanderait à nos décideurs, tous paliers gouvernement confondus, pour que le bien-être vraiment soit placé au centre de nos décisions? C'est quoi la recette à envoyer pour passer d'indicateur du bien-être à un haut niveau de bien-être réellement dans la société québécoise? Une grande question, Christian. Je pense pas être capable de répondre à l'ensemble de la recette, mais effectivement, comme Claude l'a mentionné, au-delà du portrait statistique qu'on met au jeu aujourd'hui au G15+, ces données-là vont devoir s'opérationnaliser, vont devoir percoler à travers les différentes administrations publiques, et un peu de la même manière que le PIB le fait. Hein. Souvent, lorsqu'on veut mettre une nouvelle mesure fiscale en place, le gouvernement fait une analyse de l'impact sur le PIB. Nous, ce qu'on propose, c'est que justement, il y a une prise en charge politique de ces indicateurs-là et qu'ils se retrouvent finalement, qu'ils deviennent un test pour chacune des politiques publiques qu'on met en place sous les différents angles qu'on propose. De cette manière-là, on va pouvoir dépasser le PIB. Le geste le plus politique qu'on pourrait faire, à titre d'exemple, dans un premier temps, c'est établir les cibles. Pour l'instant, nous, ce qu'on a fait, c'est monter des indicateurs, mais par la suite, il faudra décider de cibles collectives qu'on voudra atteindre. Et ça, c'est un geste éminemment politique qu'on devrait faire en tant que société tous ensemble. Mais la première chose à avoir, c'est avoir les bonnes données. Donc, il va y avoir également dans les prochaines années, si le Québec fait le choix de se tourner vers un indicateur de bien-être, ben, on va avoir des défis de production et de collecte systématique des données. Je peux juste donner un exemple dans mon domaine, la question d'artificialisation des sols. En France, on mesure la quantité de sol qu'on perd par année pour des raisons souvent d'étalement urbain ou de construction de nouvelles infrastructures. Ici, on n'a pas ça. Mais il va également avoir un arrimage méthodologique entre les différents paliers de gouvernement pour que tout le monde parle le même langage. Et à la fin, comme François l'a dit en introduction, il va falloir simplifier aussi cette question-là avec un indicateur, des indicateurs composites et pourquoi pas un indice global qui va devenir finalement le nouveau PIB, mais beaucoup plus inclusif sur la complexité de nos sociétés, de nos défis.
Donc, il faut que le politique s'en empare, mais également une meilleure méthodologie au niveau de notre collecte de données. Merci. Merci, oui, parce qu'on le voit, il y a des indicateurs qui ne sont pas encore mesurés aussi, entre autres. Et si je vous pose la question, Claude, Christian, mais si d'autres aussi veulent répondre, quel message on lance à tous les partenaires qui nous écoutent pour que cette démarche-là puisse avancer pour la suite? Donc, je sais que François, tu donnais tantôt des pistes et tout ça, mais parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer encore. Quel message on envoie aux gens pour qu'on puisse faire ce travail-là collectivement? Oups, je pense que le micro est fermé. La question s'adresse à moi, Léla? Oui, pardon. Vas-y. Oui. Je pense que un des messages, Christian l'a mentionné tout à l'heure, je pense que c'est important que ce genre d'exercice-là, que nous, sur lequel on a chiffré, sur lequel on a travaillé, sur lequel on s'est entendu avec tous les différents groupes de la société, que tout ça, ça nous sert à développer des politiques économiques qui, comme Geneviève le disait tout à l'heure, élargissent notre panorama, qu'on ne se concentre pas seulement sur un indicateur ou simplement l'aspect économique. Alors, moi, mon souhait, c'est que tout ça, comme un peu le fait la Nouvelle-Zélande ou comme un peu le fait l'Italie, que ça devienne le pain quotidien de nos gouvernements et que l'objectif, comme plusieurs intervenants l'ont dit, qu'on ne se concentre pas seulement sur le nombre d'emplois créés, la croissance du PIB, mais que tout ça devienne, ce tableau de bord-là devienne opérationnel. Et que, je répète souvent, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, le fait qu'on ait mis des chiffres, qu'on quantifie ça, évidemment, tout ça peut être amélioré, peut être peaufiné. C'est certain qu'il y a des choses que l'on peut améliorer, même que ne serait-ce qu'au niveau de la source des données. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que ça serve. Et si ça sert, c'est donc qu'on va avoir des politiques économiques qui vont être plus respectueuses de l'environnement et plus inclusives. Donc, moi, c'est vraiment l'opérationnalité de tout ça qui est importante et que ça devienne utilisé par tous, autant les citoyens, les gouvernements que les différents groupes qui composent la société. Merci, François. Mia, je pense que vous voulez compléter. Oui, mais je pense que c'est important aussi de spécifier. On n'est pas en train de dire qu'on détient la vérité absolue puis que c'est ces 51-là, avec les sources qu'on a mises là, qu'il faut qu'ils soient utilisés par tout le monde. Au contraire, ce qu'on dit, c'est on est capable de s'entendre. On a fait la démarche la plus structurée qu'on pouvait en regardant ce qui se faisait ailleurs, puis après en ayant des discussions là-dessus entre nous. Et malgré la diversité des horizons, on a pu s'entendre. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que ça se fait, c'est perfectible, mais on aimerait beaucoup que ça puisse inspirer d'autres organisations, inspirer nos décideurs et que les politiques publiques, que les décisions se prennent en regardant l'ensemble des indicateurs ensemble. Parce qu'on le sait, on est conscient qu'au gouvernement, il y a plusieurs indicateurs qui se suivent, qui sont suivis. Ce n'est pas juste le PIB et la création d'emplois. Mais souvent, c'est vraiment en silo. Chaque ministère est responsable de suivre ses politiques, ses indicateurs. Mais ça devient de plus en plus difficile de faire évoluer des indicateurs qui ne sont pas tout le temps compatibles. Et donc, en regardant ce portrait, ce tableau de bord-là ensemble, bien, ça nous permet de savoir comment on avance comme société. Et donc, c'est vraiment un message de dire, s'il vous plaît, prenez la balle au bon. On est là, on est en appui, on veut travailler avec vous, on l'a fait. Maintenant, prenez la relève, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mia. Merci à tous. On est maintenant rendu à la période de questions du public et c'est Joël Vaudeville du chantier de l'économie sociale qui va nous lire les questions au micro et puis on va s'assurer qu'au moins un, si ce n'est pas plusieurs, des porte-paroles du G15+, puissent y répondre. Alors, Joël, on t'écoute pour la première question. Bonjour, Leila. Donc, d'abord, un gros merci à tous ceux qui ont participé, posé des questions sur le chat du Slido. Une première question qui recoupe une autre question qui a été posée par un intervenant. Bonjour le collectif, dit Mallory. Bonjour le collectif qui propulse cette démarche. On voudrait savoir si vous avez initié un dialogue avec les représentants du gouvernement du Québec pour que ces indicateurs nourrissent et influencent les auteurs de nos politiques publiques. Donc, une question qui fait écho aux derniers échanges qu'on a eus. Est-ce que quelqu'un veut se lancer?
dans la réponse. J'irai du côté de Christian. De mon côté? Oui. Oui, d'accord. Oui, il y a eu effectivement un début de dialogue avec les différents paliers de gouvernement, surtout au niveau du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. On le sait que le gouvernement fédéral a commencé des travaux par rapport à ça. C'est pas pour rien qu'on mentionnait qu'il fallait essayer d'avoir une certaine intégration, mais également du côté du développement durable à Québec qui regarde ça, que donc oui, il y a eu des contacts avec les paliers supérieurs du gouvernement. On le sait qu'il y a d'autres juridictions qui le font. C'est pas quelque chose qu'on sort de notre chapeau. Donc, on sait que c'est faisable et que ça peut guider les pouvoirs publics et ils en sont conscients et je crois qu'il y a de l'ouverture et on vient de leur offrir à travers le travail préliminaire qu'on a fait aujourd'hui et comme le mentionnait notamment Carl Blackburn du Conseil du patronat, un début de réflexion de la société civile québécoise qui lance le message, qui est d'accord d'aller de l'avant avec ce genre de démarche-là. Merci, Christian. Colline? Oui, j'ajouterais que c'est une année électorale au Québec. Et donc, vraiment, ce travail-là peut vraiment nourrir le débat, amener les candidats à parler plus largement des indicateurs du bien-être et aussi les citoyens à amener ces sujets-là envers les candidats. Merci. Je dois dire que dans les participants qui nous écoutent aujourd'hui, on a des représentants de tous les paliers de gouvernement qui étaient bien attentifs et très contents de recevoir l'invitation. Joël, on continuerait. Une autre question, cette fois d'Alexandre Warknet, à saveur régionale. Ces indicateurs peuvent devenir des puissants outils d'intervention municipale, mais les villes, villages n'ont souvent pas les moyens de la collecte ou encore de la suivi de données. Comment outiller les municipalités pour développer et collecter le tout? Et c'est une question qui fait aussi écho à une autre question précédente sur si c'était dans notre intention d'avoir des indicateurs qui seraient beaucoup plus régionalisés. Là-dessus, je laisserai peut-être la parole à Mia. Je peux me lancer. Bien, d'abord, vous dire qu'il y a déjà 17 indicateurs qui n'ont pas été chiffrés, qu'on aurait mis chiffrés. Donc, ça vous montre que c'est difficile d'avoir des sources de données qui sont fiables, qui assurent une certaine récurrence là, pour beaucoup d'indicateurs. Mais ça se fait. Si vous remarquez sur les sources, c'est généralement Statistique Canada, l'Institut de la statistique du Québec qu'on a retenu. Et donc, c'est sûr qu'idéalement, on l'aurait pour les municipalités. Il y a certaines données qu'on peut avoir au niveau des municipalités ou qui se régionalisent, là, dépendamment région métropolitaine, etc. Mais c'est plus difficile et donc, il faut poursuivre les demandes de le chiffrer de façon de plus en plus granulaire, que ce soit pour les différents groupes aussi de la population ou pour les différentes régions. Ce serait une finalité. Avec les données qu'on a déjà, les 51, bien, il y en a que c'est possible, il y en a que ce ne l'est toujours pas. La disponibilité des données ne le permet pas, mais c'est un objectif, effectivement. Il y a quand même donc un gros travail de collection déjà qui a été fait, qui peut faciliter la vie des différentes régions qui voudraient... C'est une excellente base. C'est sûr que la base est là, donc avec les sources et tout, et pour plusieurs données, ça peut être chiffré au niveau municipal. Ça va être moins exhaustif, mais ça donne quand même un bon portrait et c'est des indicateurs qui peuvent être utilisés pour différentes régions, différents groupes, ça c'est sûr. Merci. Je précise que sur le site Les Indicateurs Québec, toutes les sources y sont, donc vraiment, c'est vraiment à la disponibilité de tout le monde. Une autre question. Donc, de Janie Boucher, quelle place faites-vous à l'analyse intersectionnelle ADS+, pour mesurer l'évolution des indicateurs entre les différents groupes, par exemple chez les femmes, les personnes immigrantes ou celles vivant avec un handicap? Merci. Là-dessus, je me tourne vers François. Je ne sais pas si tu as bien entendu. Oui. Je suis content qu'on pose cette question-là. En fait, ça fait partie de l'élément granulaire auquel a fait référence Mia. Il y a plusieurs axes où on peut encore développer. Je pense que si on a réussi aujourd'hui à sensibiliser différentes parties de la société, que ce soit nos gouvernements, des groupes sociaux et d'autres juridictions, à
Ah, mais je vois maintenant qu'il faut élargir notre analyse, qu'elle soit beaucoup plus complexe et plus exhaustive et plus sensible à différents groupes et différentes variables. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose, cette sensibilisation-là. Mia a dit, oui, on pourrait le faire pour certaines municipalités, on pourrait le faire au niveau municipal, l'analyse serait moins exhaustive. C'est la même chose au niveau des questions sociales et toute la question intersectionnelle, le fait de cumuler les éléments, les caractéristiques qui font qu'une personne est discriminée. Ça aussi, ça fait partie de l'approfondissement vers lequel on pourrait aller au niveau des données. Donc, c'est un élément extrêmement important. C'est pas juste mesurer les inégalités avec le coefficient de Gini, mais c'est aller de façon beaucoup plus en profondeur et j'aime le mot granularité à ce niveau-là. Plus on va être capable de descendre au niveau des caractéristiques qui sont plus complexes, ben plus notre analyse va être fiable et plus elle va représenter les différents aspects que dans notre vie finalement et de notre société. Merci beaucoup. On continuerait. Question de Hubert Rioux. 65% de la demande intérieure totale du Québec en intrants et en produits manufacturiers sont comblés par les importations. L'autonomie industrielle devrait-elle être un indicateur clé, considérant les leçons de la pandémie à cet égard? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je me tourne vers Mia, François ou nos acteurs économiques. Je ne sais pas si vous avez un début de réponse. Carl? Je pourrais peut-être me tenter sur un aspect d'une réponse qui pourrait répondre à notre participant. D'abord, il est clair que la pandémie a mis en place ou a mis en lumière des réalités de protectionnisme. Des réalités de protectionnisme, pas seulement au Québec, mais à travers la planète entière. Le Québec est une société exportatrice. On a besoin d'avoir accès aux autres marchés pour être capable de se développer, mais en même temps, on a été en mesure de démontrer que les avantages que nous avons ici au Québec, comme par exemple notre société comme telle, les filets sociaux qui nous gouvernent, bien évidemment l'immensité du territoire, une énergie qui est propre, renouvelable et abordable. Alors, ces avantages peuvent nous permettre effectivement de redéfinir, je dirais, certaines priorités ou certains objectifs qu'on pourrait se fixer comme société. Puis j'aimerais également rappeler que les indicateurs que nous lançons aujourd'hui, ce n'est pas un bulletin pour les gouvernements ou le gouvernement quel qu'il soit. C'est vraiment des indicateurs qui doivent nous guider pour la suite des choses, pour les décisions comme société que nous allons être en mesure de prendre. Bien évidemment, en regardant l'ensemble de ces indicateurs, ça nous permet de voir si on est dans la bonne direction, où on se dirige vers un objectif qui peut être commun. Et il est clair que plus il y aura de personnes qui adhéreront à ce processus ou à ces indicateurs, et plus les groupes y référeront, et également les gouvernements, meilleures les chances de succès seront pour notre société. Et moi, je suis convaincu qu'on marque un point tournant avec ce qu'on vient de faire aujourd'hui comme organisation, tous ensemble. Et je suis convaincu que notre société va sortir gagnante de l'adhésion à ces indicateurs et surtout de l'utilisation des données qui pourraient nous permettre de prendre des décisions, encore une fois, meilleures pour notre société en général. Merci. Il y a Béatrice qui voulait compléter. Ensuite, Colline. Je pense qu'on réfléchit beaucoup en ce moment sur comment relancer notre économie, l'état de notre économie. Puis, c'est intéressant d'avoir des portraits plus complets parce qu'on l'a vu, par exemple, sur l'alimentaire, qui est une part importante de notre économie, à quel point c'est fragilisé quand c'est basé sur l'importation de main-d'œuvre étrangère puis qu'elle ne peut plus venir avec les frontières ou qu'il y a des déserts alimentaires et quand les gens sont confinés, bien, c'est un problème économique et social. Donc, d'avoir l'ensemble des données nous permet de faire des décisions sur la relance ou le soutien à certains secteurs en connaissance de cause et pas uniquement ce qui génère des ventes les plus importantes, mais ce qui génère un développement plus durable et inclusif, ce qui est pertinent pour nous au Québec. Donc, il me semble qu'on est à l'heure de faire ce genre de discussions qui sont plus complexes, mais plus porteuses à long terme. Merci, Colline. Je voulais commenter sur l'indicateur du taux de circularité de l'économie québécoise, qui est un nouvel indicateur, même à l'échelle planétaire. Ça existe depuis quelques années et c'est nouveau que le Québec compile cet indicateur-là. Donc, ça nous dit qu'en termes de l'utilisation des matériaux, des matériaux qui ne sont pas réinsérés dans l'économie pour la réutilisation,
qu'on a un pas à faire. Alors, évidemment, on est à 3,5 % alors que d'autres juridictions sont à 11 %. Donc, c'est toute une réflexion par rapport à l'utilisation des matériaux. Puis, évidemment, si on réutilise nos matériaux, bien, on va chercher moins de matériaux vierges ou on va importer moins de matériaux. Merci. Saba? Merci. Je pense que cette question touche aussi à nos ententes commerciales. Et puis, on voit au cours des années, les normes environnementales, les normes du travail sont de plus en plus présentes, font partie de ces ententes-là. Mais en ce moment-là, la pandémie nous a démontré qu'il y a plusieurs pays qui essaient de diversifier leur chaîne de valeur, de ne pas être trop dépendants sur des économies vulnérables. Alors, je pense que là, on a l'opportunité, on voit que le fédéral a annoncé des négociations à venir avec des pays sud-asiatiques, avec des pays en Amérique du Sud. Ça va être vraiment important que les entreprises québécoises, les biens et services environnementaux provenant de Québec prennent la place, puis que c'est pour eux autres que on va voir ces entreprises en fait bénéficier de plus en plus que les accords commerciaux qui existent en ce moment. Merci beaucoup. Une question, beaucoup de réactions. Joël, on peut continuer? Patrice Allard, qui d'abord remercie tout le groupe pour l'initiative, pose la question suivante. Les 3 domaines qu'on a nommés, donc, sont constituants du développement durable. Souvent, on parle d'un 4e pilier, la culture. Celle-ci contribue au bien-être également. A-t-on considéré cet aspect? Mia, on va commencer avec toi. Oui, bien, juste vous dire que oui, on est d'accord, on l'a inclus dans le pilier social, la culture et le poids de la culture dans notre société. On l'a chiffré dans les indicateurs. Effectivement, ça contribue au bien-être, à la qualité de vie. Et au lieu d'en faire un pilier en soi, on l'a intégré dans le pilier social. Merci. Génial. Parfait. Une autre question, anonyme cette fois, et peut-être une question épineuse. Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples de politiques publiques issues de ces nouveaux indicateurs? Par exemple, dans les États qui utilisent déjà ce type d'indicateurs. C'est une excellente question. Je ne sais pas si on la répond. Je me tourne vers François là-dessus. Bien, il y a plusieurs exemples qu'on peut donner. Au niveau de l'aspect environnemental, oui, peut-être qu'on peut augmenter la croissance. On peut favoriser en donnant des subventions. Ça, c'est une politique publique pour l'implantation d'une industrie précise. Mais si cette industrie-là ou cette entreprise-là contribue je dirais, à amener un bilan environnemental qui s'en va dans le négatif, bien là, c'est pas nécessairement bon. On peut, une autre idée de politique publique, c'est si on décide, par exemple, de réduire le fardeau fiscal pour certaines catégories de la population, c'est possible que ça ait un impact positif sur l'activité économique, mais peut-être que ça va exacerber les inégalités. Donc, c'est 2 exemples de politique économique qui alimenterait la croissance, mais qui peut-être détériorerait la situation, soit d'un côté au niveau environnemental ou de l'autre côté au niveau des inégalités. Merci. Mia? Oui, bien, je peux continuer aussi sur tout ce qui est, par exemple, des nouveaux concepts de budgétisation verte. Donc, c'est vraiment de faire le lien entre les risques climatiques et les risques financiers, de voir, par exemple, 2 impacts, là, de la transition climatique, mais aussi de l'adaptation climatique. Donc, par exemple, les parcs d'infrastructures. C'est des milliards de dollars. Il y a des pays dans le monde, même l'Ontario vient de commencer à le faire, essayer de chiffrer, ça va être quoi les impacts climatiques, comment on va devoir adapter notre parc d'infrastructures. Mais pour initier ce genre de démarche-là, qui est très complexe, soit dit en passant, il faut avoir un portrait complet d'indicateurs économiques et environnementaux et sociaux mis ensemble. Par exemple, sur les infrastructures, c'est bien sûr que le réchauffement climatique va faire en sorte qu'on va devoir revoir la climatisation, par exemple, de nos écoles, de nos hôpitaux, etc. Les routes, il va y avoir des inondations éventuellement. Il va falloir reconstruire les routes. Mais ça serait le fun qu'on y pense en amont. Tous ces coûts-là, il faut les intégrer dès maintenant dans notre plan québécois des infrastructures. Voir l'impact, mettons, d'une augmentation de la taxe carbone sur les différentes industries et donc pouvoir s'ajuster dès maintenant par des mesures adaptés à ça. Donc ça, c'est des exemples très concrets qu'on commence à se faire ailleurs aussi de comment des indicateurs aussi diversifiés peuvent avoir un impact sur les politiques publiques. Carl, ensuite Béatrice.
Il y a peut-être également un autre élément qui peut être extrêmement important en termes d'impact pour le long terme, c'est d'ajouter, par exemple, dans les appels d'offres publics, ne pas seulement s'associer au plus bas coût, au plus bas prix, mais peut-être faire référence également à des éléments de durabilité et de qualité des ouvrages pour leur permettre à plus long terme d'avoir des bénéfices extrêmement importants pour notre société, mais également avoir des économies d'argent importantes et en lien avec l'environnement. Donc, ces critères environnementaux peuvent venir faire la différence, entre autres avec l'octroi des contrats publics. Et des critères sociaux aussi. Effectivement. Béatrice? Non, mais tout est dit, je voulais dire ça. Je pense que les achats publics sont un levier très intéressant pour le gouvernement de propulser ou de soutenir la contribution des entreprises à des objectifs de développement plus inclusifs et durables, et il doit les mettre en œuvre, mais sans indicateur de l'ensemble de ces impacts et de là où il y a une problématique à laquelle il faut faire face. C'est ça, on n'est pas outillé pour avancer. Je m'excuse, mais mes collègues m'ont vraiment inspiré une autre chose qui est fondamentale. Là, par exemple, la création d'emplois. Peut-être qu'il est temps qu'on arrête de prêter de l'argent et de subventionner des projets parce qu'ils créent de l'emploi dans une situation où il y a 340 000 postes vacants au Québec. Et donc, on peut remplacer ce critère-là par d'autres critères. Et la liste de nos indicateurs, en fait, c'est vraiment à ça que sert, là, inspirer des nouveaux critères, soit pour les appels d'offres, soit pour l'aide publique aux entreprises. Et donc, on est pas mal à la croisée des chemins pour ce genre de décision-là de politique publique inspirée des indicateurs. Dans la question qui nous a été posée, il y avait la référence à d'autres juridictions dans le monde. Je ne sais pas si à travers vos recherches, François Mia, il y a... est-ce qu'il y en a une nation qui a vraiment qui a une longueur d'avance dans l'application d'indicateurs vraiment dans les politiques publiques? Est-ce qu'il y en a une qui est en tête du peloton, mettons? François? On cite souvent la Nouvelle-Zélande comme étant le porte-étendard de ce genre d'outils-là, de tableau de bord. Et je pense, à moins que je me trompe, Mia pourra me corriger, mais que c'est une des juridictions qui est le plus avancée pour intégrer un indicateur ou un tableau de bord aussi large dans son élaboration des politiques économiques. Donc, quand je parlais tout à l'heure de l'opérationnalisation, de comment est-ce qu'on se sert de ces indicateurs-là, moi, il y a toujours la Nouvelle-Zélande qui me vient en tête et je pense qu'ils sont un peu plus avancés que d'autres nations à ce niveau-là. Merci beaucoup. Joël? Une autre question d'une internaute qui se demande si nous avons considéré un indicateur de santé démocratique lié, par exemple, au respect des droits et libertés, à l'indépendance de la presse, etc. Si oui, pourquoi n'est-il pas intégré? Enjeu de disponibilité des données, par exemple, ou encore non, pourquoi? François, est-ce que tu veux te lancer sur cette question? C'est vraiment une question intéressante et on voit que cet aspect-là est intégré dans l'indice Vivre mieux de l'OCDE. Le problème, c'est que il ne respectait pas les variables que l'on aurait pu garder. Pour ça, ne respectait pas notre critère de, bon, c'est publié par un organisme officiel et deux, la périodicité est importante. Donc, soit que c'est publié au niveau annuel, un rythme annuel ou aux 2 ans. Mais c'est certainement un aspect qui devrait être développé dans le futur et on demande aux agences statistiques, justement, de développer et publier de façon régulière ce genre de variables-là au niveau de la participation à la vie démocratique. Bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes les questions qu'on a reçues. Et puis vraiment, merci pour toute la générosité des réponses aussi qu'on a eues. Et puis sûrement, il va en avoir d'autres avec vraiment le temps qui passe et la mesure qu'on va s'approprier justement le portail et toutes les informations qui sont dedans. Simplement vous dire que la vidéo du lancement aujourd'hui va être mise en ligne sur nos sites du G15+. Et puis, s'il y en a qui ont des questions, il y a un courriel aussi pour nous écrire. Et vraiment, merci pour la participation, donc en ligne comme sur place.
Avant de se quitter, j'aimerais ça qu'on remercie chaleureusement Philippe Malbeuf et Patrick Mulholland qui ont monté toute la plateforme interactive des indicateurs, et aussi un merci particulier à la Bibliothèque et les Archives nationales du Québec pour l'accueil aujourd'hui à la Grande Bibliothèque. La salle est vide. On espère vraiment que la prochaine fois, on sera tous ensemble pour pouvoir se parler en personne. Merci aussi à la Coop Web TV qui rend possible la captation et la diffusion et la web diffusion d'événements. Et merci vraiment à tous ceux et celles au sein de toutes les organisations du G15+, et des partenaires qui ont vraiment donné beaucoup, beaucoup d'heures de temps pour que ça puisse voir le jour. On a calculé qu'il y a eu au moins 1000 heures de données pour faire ce travail-là. Et donc, un petit clin d'œil, on a fait un forum du G15+, le Québec que nous voulons, solidaire, prospère et vert. On avait posé la question au printemps dernier. Et la suite? Et donc, aujourd'hui, la suite, comme vous pouvez le voir, la transformation de notre économie va demander du travail et beaucoup de concertation aussi. Donc, c'est loin d'être terminé. Et le G15 va y mettre toute son énergie et lance vraiment un appel à tous les accélérateurs de la société, à tous nos gouvernements de se joindre à ce mouvement-là et de travailler ensemble pour la suite. Alors, au nom de tous les membres du G15 et des partenaires, je vous remercie infiniment. C'était un plaisir d'être avec vous ce matin et au grand plaisir de poursuivre les travaux. Merci, au revoir.